Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Et pour cette dernière partie, m'a rejoint le politologue sénégalais Ouma Ba. Merci de nous avoir rejoints. Sont restés avec moi Vivien Romain Manangou, vous êtes juriste, et le géopolitologue Patrick Mbeko. Merci à vous deux d'être restés avec moi. ONG et organisations de la société civile s'inquiètent déjà du retrait annoncé des pays africains de la Cour pénale internationale. Alors leur inquiétude est-elle fondée? Nous avons posé la question à deux spécialistes. On les écoute, on en parle après. Oui, mais quand on pose la question de cette façon, c'est comme si avant la création de la Cour pénale internationale, ce problème ne se posait pas en Afrique. Donc il se posait bien en Afrique avant la création de cette Cour. En réalité, il faut surtout interpréter ces positions comme étant une protestation de la manière dont la Cour conduit ses affaires vis-à-vis des violations qui sont faites en Afrique et par les Africains. Bon, je pense qu'on pourra revenir ensuite pour voir comment on peut régler ces problèmes, notamment le cas d'Hissène Habré qui a été traité au Sénégal. Je pense que c'est une des possibilités. Maintenant, deuxièmement, on peut revenir sur l'Union africaine elle-même, parce qu'il y a quand même des dispositions dans le cadre de l'Union africaine. La charte sur la démocratie de l'Union africaine est claire quant à tout ce qui concerne la violation des droits humains, qu'elle condamne avec véhémence. Et il s'agit maintenant tout simplement d'appliquer le droit. Et je crois que si on met beaucoup de sérieux à le faire, certainement qu'il y aura un désistement des États à continuer à violer les droits humains. Tant qu'il y a des génocides, des crimes de guerre très graves en Afrique, l'Afrique et les Africains, et en plus particulièrement les victimes, ont besoin de l'existence d'une Cour pénale internationale indépendante et universelle, de manière à poursuivre les auteurs, les co-auteurs, les complices et même les fournisseurs d'armes à des individus dont ils savent pertinemment qu'ils sont en train de massacrer leur population. Mais ça n'est pas une raison pour quitter la Cour pénale internationale. Bien au contraire, les chefs d'État africains doivent impérativement réaffirmer leur hostilité à l'impunité. Cela dit, cette Cour pénale internationale n'est pas encore universelle, totalement universelle. Alors, pour forcer l'universalité de la compétence de la Cour, les chefs d'État africains seraient bien amenés à signer entre eux une convention multilatérale strictement identique à celle que les États-Unis d'Amérique ont signée bilatéralement avec un certain nombre d'États afin de faire échapper leurs ressortissants et plus particulièrement leurs soldats à la compétence de la Cour pénale internationale. Monsieur Manangou, le professeur Emmanuel Pondy de l'Université de Yaoundé 1, on l'a entendu, pense qu'il y a aujourd'hui un cadre institutionnel sur le continent qui permet au continent de faire face aux problèmes des droits de l'homme. Pas besoin de la CPI. Un argument que vous comprenez. Oui, tous les arguments sont recevables. Il parle de l'Union africaine, notamment de la Charte africaine de la démocratie et des droits de l'homme. Moi, je pense, contrairement à ce que vient de dire le professeur Pondy, il existe un cadre institutionnel, mais qui est balbutiant. On a vu le procès de Nabré, qui était une bonne chose. Mais on a vu aussi toutes les limites procédurales et toutes les questions liées à l'impartialité des juges. Donc la question se pose. C'est pour ça qu'il est difficile de dire qu'on part de la CPI simplement pour des questions, parce que seuls les Africains viennent à la CPI. Parce qu'au fond, le droit, il y a toujours la frontière entre le droit et la politique est très poreuse. Donc il ne suffit pas de partir de la CPI, d'inventer des juridictions en Afrique pour assurer l'impartialité des juridictions. Il faut un vrai travail et une volonté politique derrière. Monsieur Ba,
Le professeur Pondi a évoqué également le cas Hissène Habré. Est-ce que ça pourrait faire école, effectivement? Le procès Hissène Habré tel qu'on l'a connu, bon, c'est pas encore complètement fini, bouclé, mais est-ce que c'est un schéma qu'on pourrait adopter? Ça peut être une voie qui peut être privilégiée, mais c'est exceptionnel. Et aussi la façon dont ça a été financé laisse à caution l'indépendance de telle chambre. Donc je crois pensez que les chambres africaines n'étaient pas indépendantes? Pas suffisamment à mon goût. Je crois que, parce que si vous regardez très bien, c'est le Tchad qui a financé l'essentiel des moyens, n'est-ce pas, qui ont permis aux chambres africaines qui ont jugé Hissène Habré de pouvoir mener à bien le procès. Or, on aurait aimé que ce soit des fonds indépendants qui proviennent de l'Union africaine et qui soient plus pertinents. Pardonnez-moi, je voudrais juste terminer sur le cas, comment dirais-je, sur la question de positionnement de M. Pondi, pour dire qu'effectivement, l'Afrique, si elle veut traquer les malfrats, ceux qui tuent de manière impunie, lutter contre l'impunité, conformément aux articles 2 et 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, c'est possible. Mais il faudrait une volonté politique forte, il faudrait aussi la poussée des ONG et la vigilance des populations. Et je crois que si cela est fait, ça pourrait être une issue. Monsieur Mbeko. Mais je partage, en tout cas, ce que vient de dire mon compatriote africain qui est à côté, c'est M. Ba. M. Ba, parce que c'est aussi une question de dignité. Hein. Au-delà de tout ça, une question de dignité. Je pense qu'on peut parler de dignité, mais aussi de responsabilité au niveau de l'Afrique. Parce que c'est bien beau de dire que nous allons le retirer pour des questions de souveraineté, mais qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui sont martyrisés? Parce que ceux qui sont martyrisés ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Africains. Donc à un moment donné, il faut que les Africains se comportent comme des grands garçons, si on veut. Parce qu'on aime bien crier, pérorer, mais quand il s'agit de prendre des résolutions pour traiter ces questions, c'est toujours compliqué. Et moi, je suis pour un traitement, un système judiciaire purement africain, mais responsable, qui prenne en compte... Comme l'a proposé Maître Aref dans l'élément qui vient de passer. Oui, et ça prend des juridictions africaines qui prennent en compte des réalités, des spécificités africaines. Parce qu'on l'a vu dans le cas de M. Gbagbo. Hein, quand vous êtes devant des juges qui ne comprennent rien en réalité africaine, ça raconte n'importe quoi. Donc à un moment donné, oui, je suis pour une juridiction africaine, mais aussi pour une responsabilité au plus haut niveau des États africains, parce qu'on sait quand même, et on ne va pas se voiler la face, que l'Union africaine, c'est un syndicat de chefs d'État qui se protègent les uns des autres et qui sont peu regardants sur les questions de droits de l'homme. On a bien vu que des gens comme Kagame peuvent se pavaner et dire n'importe quoi. Personne ne va vraiment parler à Kagame, mais on sait, quand on regarde la région des Grands Lacs, c'est quand même, on parle de plus de 8 millions de morts. La région des Grands Lacs, là, on parle de la population du Québec. Mais comment sortir de ça? Vous parlez de dignité, de responsabilité. Ouais. C'est le nœud même de la problématique. Comment sortir du cadre institutionnel pour passer à l'action, du discours pour passer à l'action? Mais moi, je pense que si on prend l'exemple avec le Sénégal, le cas d'Hissène Habré, je pense qu'il y a des États en Afrique qui ont quand même des bonnes juridictions. Je prends des pays comme le Malawi, qu'on ne cite pas souvent, qui peuvent se saisir des dossiers, les traiter sérieusement. Ils peuvent donner l'exemple à d'autres États. En partant, ça peut être un point de départ intéressant, où on a un pays africain avec une juridiction, sérieuse, qui va se saisir d'un dossier, qui va le traiter impartialement, sans égard. Posons les problèmes concrets, les questions concrètes. Ouais. Vous imaginez une cour africaine pénale émettre un mandat d'arrêt contre un chef d'État africain qui sera arrêté dans un autre État africain? Peut-être pas contre un chef d'État africain en exercice. Non, peut-être pas contre un chef d'État africain. Si la saisi, c'est pour être appliqué. Maintenant, on peut notre compatriote qui est donc il faut attendre. Donc un chef d'État qui viole. Ce que je veux dire, les droits de l'homme. Il faut attendre qu'il quitte le pouvoir d'abord avant de l'arrêter. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut créer un cadre juridique, mais il faut que tous les États se mettent d'accord sur ce cadre juridique. C'est ça la question de fond. Vous pouvez être au pouvoir, mais si il y a 54 États en Afrique, si 50 États disent que non, trop c'est trop, on ne peut pas tolérer tels agissements contre les populations civiles ou en violation des droits de l'homme et qu'on doit s'en saisir, je pense que vous n'aurez pas le choix. Donc vous avez le choix entre des Africains qui vous disent arrêtez ou nous allons nous saisir de cela, ou alors l'Occident qui va l'utiliser à ses propres fins. Il faut qu'on arrête de penser qu'un chef d'État, c'est quelqu'un de sacré.
de supérieur. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas que la fonction de président de la République est plus importante que la vie des gens. Non, mais écoutez, ça, c'est pas africain, ça. Attendez. Non, le statut pénal du président de la République en France est particulier. C'est pas un citoyen comme les autres. Attendez, monsieur Togbé, attendez. Ne nous expliquez pas que le chef d'État est citoyen. Alors, allez-y. Pour le cas spécifique de la France, vous savez bien que c'est démontré. Mais ça vaut aussi pour les autres pays européens. Attendez. En parlant de la France que vous avez évoqué, pour le cas de la France, vous savez bien qu'on fait une distinction entre les actes qui sont détachables de la fonction et les actes qui relèvent de la fonction. Attention, bien sûr. Quand vous tuez les gens, à partir du moment... Si aujourd'hui, monsieur... comment il s'appelle celui qui est président en France? Si Hollande aujourd'hui se met à tuer les gens, sa responsabilité sera engagée. Attention. Donc, c'est pas exactement la même chose. Ce que je veux dire... Si Hollande, si le président Hollande, dans le cadre de la restauration de l'ordre public... Dans le cas de la restauration... Oui, si l'ordre public est troublé, si l'ordre public est troublé, le président Hollande peut donner l'ordre à la... Vous savez toujours qu'on contrôlera la disproportion. Il y a toujours le principe de proportionnalité. Donc, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très complexe sur cette question. C'est toute la question. Mais je vous laisse aller au fond de votre raisonnement. Ce que je veux dire, au fond de votre raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que chez nous, en Afrique, un chef d'État a le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Tant qu'on sera en train de se dire, bon, de toute façon, on attendra qu'il finisse ses mandats, qu'il ne finisse jamais. Mais c'est pas. Bon, écoutez... La question, c'est comment on sort des discours pour mettre en place des juridictions qui sont dotées de moyens suffisants pour faire face aux violations des droits de l'homme sur le continent. C'est ça la question. C'est surtout... Comment sortir des discours? Il faut sortir des discours, c'est clair, mais il faut y sortir de manière très méthodique. Ce qui veut dire qu'il faudrait que les chefs d'État comprennent que le pouvoir n'est pas une propriété intuitive personnelle et qu'il faut désacraliser le pouvoir au sens où on est là aujourd'hui, on est le premier serviteur de la nation, mais on n'est pas Astérix, on n'est pas un demi-dieu. Et si cela est réglé, il faudrait aussi que le pouvoir et l'opposition apprennent à dialoguer. Ce qui manque dans nos pays, ce qui fait que finalement, puisque l'espace de dialogue démocratique est biaisé et parfois même focalisé, verrouillé, ce qui reste c'est quoi? C'est la violence à l'état brut. Et ceux qui s'adonnent à la violence n'ont pas suffisamment d'arguments juridico-politiques. Là où je voudrais conclure mon propos, c'est qu'aujourd'hui, le monde est dans une logique de transition des puissances. Et c'est le concept qui n'a pas suffisamment apparu dans notre débat. Ce qui veut dire que la Chine, qui a été condamnée dont le droit à la souveraineté historique en mer de Chine a été, comment dirais-je, mise à caution par la Cour d'arbitrage des Nations Unies, et a refusé d'appliquer cela. Les Nations Unies, aux Nations Unies, par exemple, nous avons parmi les 5, la Russie, la Chine et les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et ce sont ces gens-là qui vont après encore... Donc c'est là où je dis que quelque part, il faudrait que la communauté internationale... Nous ne sommes pas pour l'impunité. Personne n'est pour l'impunité dans nos pays, encore moins quelque part ailleurs dans le monde. Mais ce que nous sommes en train de dire et que la communauté internationale doit entendre, c'est que l'Afrique n'est pas le reste du monde. L'Afrique fait partie du monde. À partir de ce moment-là, le cri du cœur de l'Afrique, au-delà des dirigeants, doit être entendu et traité de manière pertinente. Oui. Ce que dit M. Ba est d'autant plus intéressant, mais je crois qu'il faut... Ne faisons pas comme si le retrait, la volonté de retrait, ou maintenant le retrait, l'action de retrait de certains États, relève simplement d'un cas isolé. À mon sens, si vous regardez la tendance actuelle en Afrique, c'est une tendance de reflux démocratique. C'est-à-dire que, regardez toutes les volontés de modification, de violation de règles constitutionnelles. Il y a une volonté des certains dirigeants d'État qui, à la fois, ne veulent pas respecter les règles, ils ont un nom pour ça, ils disent il faut africaniser la démocratie. Donc ça veut dire on peut rester 40 ans. Et maintenant, il faut partir de la CPI. Parce que l'idée sous-jacente, c'est l'impunité. Lorsque vous avez des constitutions, lorsque vous avez des constitutions, je finis par là, lorsque vous avez des constitutions, où à l'intérieur de la constitution, on inscrit l'impunité, c'est le cas au Congo, on inscrit l'impunité à l'intérieur de la Constitution, vous comprenez que là, il y a une stratégie, il y a une déviation de certains dirigeants vers des logiques qui sont des logiques tyranniques. Désolé. Quelle Constitution? Vous êtes en train d'expliquer que dans la Constitution, il est inscrit qu'il ne faut pas punir les auteurs des crimes. Je crois que c'est l'article 92 qui dit que le chef de l'État congolais, lorsqu'il ne sera plus en fonction, ne peut pas être poursuivi, même pour des crimes. D'accord. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a une stratégie. Je ne suis pas sûr que là-dessus soit libellé exactement. Moi, je pense qu'il est question de responsabilité au niveau des États africains.
Le problème, c'est que nous ne sommes même pas capables de respecter nos propres lois. Quand vous regardez même nos constitutions, elles sont très claires, on respecte le droit de l'homme, tout ça là est défendu, mais personne ne respecte. Maintenant, il y a un problème au niveau de l'institution qu'on appelle l'Union africaine. C'est là où se trouve le problème. Et j'allais justement demander. Si l'Union africaine prenait ses responsabilités, si les États africains disaient, bon, là, c'est fini, on va commencer à sanctionner sérieusement, les choses vont bouger. Le problème, c'est que c'est un syndicat de chefs d'État. Quand ça fait l'affaire des uns ou des autres, bon, on essaie de ménager les uns des autres. C'est là où je trouve le problème. C'est une fatalité, finalement. Non, ce n'est pas une fatalité. Non, moi, je pense que... Non, ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'il suffit... Il suffirait qu'un État ou quelques États se démarquent de ce qui se fait pour que les autres imitent. Personne n'a cru que les pays africains allaient se retirer de cette manière-là. Ça fait quand même 2 ans qu'on en parle. Il a suffi que le Burundi enclenche la mécanique. D'abord, le Kenya. Le Kenya, mais ça tergiversé. Mais il a suffi que le Burundi, un petit pays qu'on appelle le Burundi, enclenche la mécanique pour que des pays comme l'Afrique du Sud s'engouffrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si au niveau de l'Union africaine, certains États, parce que l'Union africaine, au-delà du fait que c'est une institution panafricaine, fonctionne en pôle aussi. L'Afrique fonctionne en pôle. Il suffit aujourd'hui qu'au niveau de la CEDEAO, par exemple, que les États se mettent ensemble pour dire que chez nous, nous n'allons plus permettre ceci ou cela, les violations massives de droits de l'homme, et qu'on sanctionne véritablement un État. On a vu à un moment donné que Gbagbo a été mis en quarantaine pendant la crise ivoirienne. Mais le problème, c'est qu'il avait été mis en quarantaine parce qu'il y avait des injonctions étrangères. Mais pas seulement. Exactement. Il y avait des injonctions qui sont venues de l'extérieur. Mais si les chefs d'État africains agissaient de leur propre chef, ce sera un début, je dis bien un début de changement dans les mentalités. Mais le problème, non, moi, je ne veux pas être fataliste. C'est une pratique politique sur le continent, d'autres pays comme le Madagascar, Madagascar aussi était, temporairement, de l'organisation. Pour revenir, parce que le débat de fond par rapport au retrait, c'est-à-dire que je suis pour un retrait, comme je l'ai dit, par principe, mais je suis aussi pour une alternative. Je ne suis pas pour un retrait aveugle où on va brandir des revendications qui n'ont rien à voir avec la protection des droits humains. Parce que les revendications brandies n'ont rien à voir avec la protection des droits humains. C'est beaucoup plus pour protéger des régimes qui sont en place ou des régimes amis. On se rend compte que oui, effectivement, la Cour pénale internationale, on fait de la politique. C'est cette épée de Damoclès qui trône sur la tête de plusieurs chefs d'État. Je vais compléter son propos en disant que les chefs d'État eux seuls n'agiraient pas de manière proactive dans la bonne direction de la préservation des droits de l'homme. Il faudrait que les populations s'éveillent et qu'elles s'approprient leur pouvoir, le bulletin de vote et la mobilisation citoyenne. Au Sénégal, par exemple, il y a une tentative, par exemple, de l'ancien chef de l'État, Maître Wade, à passer outre la volonté populaire et la Constitution en passant par la Cour suprême pour essayer d'avoir un troisième mandat. Mais il a fallu la vigilance de la population sénégalaise au Sénégal et dans la diaspora. Et finalement, il n'a pas pu gagner l'élection. Dans certains pays, on leur répond, on peut pas le canon. Et là où je voudrais terminer, c'est que loin d'être des cas isolés, contrairement à ce qu'il a dit tantôt, c'est une décision ou bien une position qui a été affirmée par l'Union africaine, notamment le 31 janvier 2016, pour dire que si rien n'est fait, l'Afrique s'apprêterait, dans le cadre de l'Union africaine, de sortir, n'est-ce pas, de la CPI. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui devrait être la priorité de la communauté internationale, ce que je dis, les diplomates des Nations Unies savent très bien pourquoi je parle de cela, il faudrait que l'Afrique soit entendue. Ce qui veut dire qu'au-delà de la CPI, au niveau du Conseil de sécurité, au niveau d'autres instances décisionnelles, que l'Afrique ne soit pas traitée comme étant le dernier de la classe, mais étant un acteur parmi tant d'autres du nouveau monde multipolaire. Ce sera donc un défi pour le prochain secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'ancien Premier ministre portugais, il s'appelle Antonio Guterres. Il va prendre fonction en janvier 2017. Effectivement, on espère que le cri, l'appel lancé ici sera entendu pour une réforme profonde du système des Nations Unies et pour une prise en compte de l'Afrique qui a besoin d'être respectée. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Vivien Manangou, vous êtes juriste, professeur. Monsieur Ba Ouma, vous êtes politologue. Et Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier en date paru le 20 octobre 2016, c'est il y a seulement quelques jours. Il s'intitule Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaria arabe libyenne. Merci à vous trois. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politicien.